Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul filaun, meitanamt. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir les cours, la suite des cours. Alors on va voir les boucles. Je me suis arrêtée à un certain moment pour des raisons de santé. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont demandé de mes nouvelles. Je tiens aussi à remercier tous les élèves qui m'ont encouragé. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont écrit un excellent commentaire encourageant. Et on va commencer, on va redémarrer, voilà. On va redémarrer la diffusion des boucles des prochaines leçons générales. Ça dépend de la demande. Voilà, donc on commence. On va voir aujourd'hui les structures itératives. La dernière fois, j'ai publié un cours sur les structures sélectives. Alors aujourd'hui, on va voir les structures itératives. Alors pour les cours, nous allons voir, pour les boucles, nous allons voir trois types de boucles. On va voir la boucle pour, c'est une boucle déterministe. Après, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une boucle déterministe. On va voir la boucle tant que, qui est une boucle indéterministe et qui peut des fois être déterministe, mais la majorité des cas, tant que est considérée comme une boucle indéterministe. Puis ensuite, la boucle répétée. D'accord? Alors, puis ensuite, on va enchaîner avec des exercices. Les exercices, je vais les corriger lors de la prochaine vidéo. Je ne ferai qu'un exposé des exercices et je vais les corriger la prochaine vidéo. Le moment de réfléchir à ces exercices et ensuite je vais publier la correction. Bien, alors pour les structures itératives, ce sont des structures ou répétitives. On a deux termes qui veulent dire la même chose, itérative, répétitive veut dire la même chose. Alors pour les structures répétitives, également appelées structures itératives, d'accord, ou encore boucles, permettent de répéter plusieurs fois un bloc d'instructions, d'accord, un bloc ou plusieurs instructions, et le nombre de répétitions, des fois il est connu et des fois il n'est pas connu. Lorsqu'il n'est pas connu, on parle de boucle indéterministe. Et lorsque le nombre d'itérations est connu, d'accord, là on parle de boucles à borne définie, autrement dit des boucles qui sont déterministes, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un tour de boucle? Un tour de boucle, c'est lorsque vous avez un bloc d'instructions qui est répété une fois. Lorsqu'il est répété une fois, on dit qu'il y a un tour de boucle. Lorsqu'il est répété deux fois, on dit qu'il y a deux tours de boucle. D'accord? Lorsqu'il est répété trois fois, on parle de trois tours de boucle. Donc, à chaque exécution d'un bloc d'instructions qui est à l'intérieur de la boucle, on parle d'un tour de boucle. C'est bon? Alors, on va voir des exemples et vous allez comprendre ce que je dis par un tour de boucle. Alors, dans les deux cas, que ce soit déterministe ou indéterministe, il y a trois questions qu'il faut répondre. D'abord, quelles sont les valeurs des variables avant d'entrer dans la boucle? Puis ensuite, quelles sont les valeurs des variables qui vont permettre d'arrêter la boucle? Parce qu'une boucle doit s'arrêter, sinon on va avoir une boucle infinie. C'est bon? Et il faut que ce qu'il y a dans la boucle nous donne le bon résultat. Et là, on parle des invariants de boucle. Autrement dit, on est sûr que cette boucle-là, à la sortie, ok, on aura le bon résultat. Ou bien le résultat qu'on voulait avoir une fois que nous avons écrit cette boucle. Et là, on parle d'invariants de boucle. Ces deux-là, la terminaison des boucles et les invariants de boucle ne font pas partie de votre programme. Ça fait partie des programmes des scientifiques. Mais sachez qu'il y a ça, que lorsque je fais une boucle, je dois déterminer deux choses. Est-ce que cette boucle s'arrête et est-ce que cette boucle me rend ce que je voulais, d'accord, lorsque je l'ai conçue, lorsque je l'ai développée. Puis ensuite, comment faire évoluer la valeur de ces variables? Comment on va évoluer ces variables qui feront en sorte à ce que justement la boucle s'arrête? Les variables qui sont utilisées pour déterminer l'arrêt de la boucle sont appelées des variables de contrôle. D'accord? Alors, avec des exemples, on va mieux comprendre. Commençons d'abord avec la boucle pour. La boucle pour est considérée comme étant une boucle déterministe. Autrement dit, il faut connaître à l'avance le nombre des itérations que cette boucle va effectuer.
D'accord? Alors, cette structure répète l'exécution d'un bloc d'instruction un nombre déterminé de fois. 20 fois, 30 fois, 100 fois, 1000 fois. Ça dépend de l'exercice. Ok? Alors, la syntaxe qu'il faut respecter en algorithmique, hein, ça commence par pour. Alors, VC reçoit VI. VC, c'est la variable justement de contrôle. C'est la variable de contrôle. Cette variable de contrôle va recevoir en premier la valeur initiale. D'accord? Autrement dit, la première valeur, d'accord, la première valeur avec laquelle les itérations vont commencer jusqu'à VF. Et VF est considéré comme étant la valeur finale. Avec un pas VP. Alors si on va effectuer des itérations en incrémentant la variable de contrôle de 2, d'accord? Par exemple, on veut afficher, d'accord, les nombres qui sont impairs. Ok? Donc je vais commencer par 1. C'est bon? VC va recevoir 1. La variable de contrôle va recevoir 1. Hein? La prochaine itération, je dois avoir 3. Hein? Et non pas 2. Alors, la prochaine itération, je dois avoir 3. Donc VC sera incrémenté. Qu'est-ce que ça veut dire que incrémenter? C'est ajouter à la valeur actuelle de VC une certaine valeur. D'accord? Je vais ajouter à VC, pas 1, mais 2. Si VC avait 1, eh bien, en incrémentant de 2, en ajoutant 2, je vais avoir 3. Et donc, à chaque fois, je vais sauter de 2. Et donc ici, le pas sera égal à combien? Sera égal à 2. Et là, je vais écrire pas 1, 2. Dans notre exemple. Faire les instructions. Fin pour. Alors, en syllabes, c'est très facile. For VC reçoit VI, 2 points, VP, 2 points VF. Donc, VC va recevoir un vecteur, voilà, qui sera composé des valeurs VI jusqu'à VF avec un pas VP. Les instructions, et on n'oublie pas le AND. VC, c'est un compteur qui compte le nombre de répétitions des instructions. Comme je dis, VC, c'est une variable de contrôle. C'est un compteur. D'accord? VI est considéré comme la valeur initiale. C'est la première valeur que prend VC. Et VF, c'est la valeur finale. Donc, normalement, lorsque VC va recevoir VF, après, une fois que nous avons exécuté les instructions de la boucle avec VC égale à VF, normalement, la boucle doit s'arrêter. Puis ensuite, VP, c'est la valeur du pas. D'accord? Alors, l'ensemble des valeurs VC, VI, VF appartiennent à l'ensemble Z. Ce sont des entiers relatifs. D'accord? On n'a pas ici des réels. On n'a que des valeurs qui sont entières, d'accord, relatives. Alors, un exemple classique, le calcul de la factorielle. Je suppose que tout le monde sait qu'est-ce que c'est que la factorielle. N factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2 multiplié par n-3 et ainsi de suite jusqu'à multiplier par 1. Alors, on veut réaliser un programme, mais avant de réaliser ce programme, il faut écrire l'algorithme correspondant. Alors, on va écrire un algorithme qui permet justement de calculer la factorielle. Alors, on commence par déclarer les variables dont on aura besoin. Donc, j'aurai besoin de la variable de contrôle pour ma boucle, parce que finalement, je vais utiliser une boucle. Vous avez des multiplications qui se répètent. D'accord? Donc, forcément, j'aurai une boucle. Lorsqu'on a des opérations qui se répètent, automatiquement, j'aurai besoin d'une boucle. Donc ici, j'ai besoin de la variable de contrôle. D'accord? Alors, j'ai besoin de la variable qui va recevoir justement le résultat des multiplications, autrement dit ici fact. Et j'aurai besoin aussi de n. D'accord? Et ce n-là, c'est justement la valeur. D'accord? Parce que finalement, on va calculer n factoriel. Donc, j'ai besoin de connaître le n. Alors ici, fact réel, on peut mettre fact entier. Parce que finalement, la factorielle d'un entier est un entier. D'accord? Alors, on commence par début. Écrire ce programme calcul n factoriel. Saisir n. Lire n. Donc,
ce qu'il y a, le message qu'il y a, le message qui est entre parenthèses de écrire, d'accord, va s'afficher à l'écran. Puis ensuite, on va lire la valeur qui a été saisie au clavier. Et puis ensuite, on commence par initialiser fact à 1. Voilà. Fact reçoit 1 fait partie justement des variables qui seront initialisées avant la boucle. D'accord? Dans l'hypothèse que n égale à 0, supposons que notre utilisateur a saisi n égale à 0 ou n égale à 1. La boucle pour ne va pas tourner. Pourquoi? Parce que la première valeur pour laquelle la boucle va tourner, c'est 2. D'accord? Et on sait très bien que 0 factoriel et 1 factoriel égale à 1. Et c'est pour cette raison que nous avons initialisé fact à 1. Comme ça, si par hasard on n'entre pas dans la boucle, eh ben, le résultat qui sera affiché, c'est justement la valeur qui se trouve dans fact avant la boucle qui n'est rien d'autre que 1. Donc on commence notre boucle avec VC reçoit 2, c'est-à-dire que la boucle va tourner, d'accord, lorsque j'ai VC égale à 2. C'est bon. Jusqu'à n. D'accord? Jusqu'à n. Parce que il faut savoir que dans une boucle, il faut que la valeur initiale, la valeur de départ, soit inférieure à n. Si vous avez n égale à 0 ou bien n égale à 1, eh bien la boucle, elle ne va pas tourner. Pourquoi? Parce que vous commencez avec 2, qui est supérieur à 0 ou bien supérieur à 1, qui est la valeur de n. Si vous voulez que la boucle tourne, il faut que le 2, ou bien la valeur initiale en général, soit inférieure ou égale à la valeur finale. Soit inférieure ou égale à la valeur finale. Parce que si elle est égale à la valeur finale, la boucle va tourner une fois. D'accord? Mais si vous avez la valeur initiale qui est supérieure à la valeur finale, et vous avez le pas avec lequel on avance est positif, parce qu'ici, on n'a pas précisé le pas. Lorsque le pas n'est pas précisé, par défaut, c'est 1. D'accord? Alors, le pas ici, c'est là. Donc ici, pour VC, reçoit 2 jusqu'à n. Lorsque le pas n'est pas mentionné, par défaut, il est égal à 1. Voici un rappel de la syntaxe de la boucle pour. Regardez, avec un pas VP. Lorsqu'il n'est pas mentionné, et voilà, VP reçoit 1. C'est la valeur par défaut. Donc ici, je ne l'ai pas mentionné. Donc ici, VP sera égal à 1. Voilà. Alors, lorsque j'ai une valeur initiale qui, comme j'ai dit, qui est supérieure à la valeur finale et le pas est positif, ben, la boucle ne va pas tourner. On est bien d'accord et c'est vraiment évident parce que ça n'a aucun sens. Par contre, si la valeur initiale est supérieure à la valeur finale et le pas est négatif, là, ça peut tourner. D'accord, voilà. Alors, le bloc qui sera répété dans la boucle, c'est celui qui est entre pour et fin pour. Donc ici, vous avez un bloc qui est composé d'une seule instruction, laquelle fact reçoit l'ancienne valeur de fact fois VC. Alors là, on va s'arrêter un petit peu sur cette instruction. Comment il fonctionne? Alors, fact est considéré comme une boîte. Une boîte. Une boîte, cette boîte-là, au début, elle avait 1. Puis ensuite, elle va recevoir 1 fois VC. Le produit sera effectué. Donc, ce 1 fois VC sera effectué. Puis ensuite, la nouvelle valeur de ce produit, fact fois VC, va écraser l'ancienne valeur de fact. D'accord? Va écraser l'ancienne valeur de fact. L'ancienne valeur de fact au début était 1, donc elle sera écrasée par 2. Puis ensuite, lors de l'itération suivante, VC va avoir la valeur 3, n'est-ce pas? Alors, 3 fois ce qu'il y avait dans fact, qu'est-ce qu'on a laissé dans fact? On a laissé 2. Donc, c'est 2 fois 3, c'est 6. Et ce 6 va justement écraser la valeur qui se trouve dans fact. Vous voyez? Et ainsi de suite. Et à la fin des itérations, nous allons avoir dans fact n factoriel. Et c'est ce qu'on affiche justement à la sortie de la boucle. Alors en syllabes, vous avez, c'est simple, n reçoit input, ce programme calcule n factoriel, saisir n.
D'accord? Donc, c'est une instruction qui va vous permettre d'afficher le message et lire la valeur de n. Puis ensuite, fact reçoit 1. For VC reçoit de 2 jusqu'à n. Alors ici, pour VC, allons de 2 jusqu'à n. Avec ici le pas par défaut. Du moment qu'il n'est pas mentionné, le pas est égal à 1. Fact reçoit fact fois VC. Vous voyez que c'est une traduction pratiquement mot pour mot de l'algorithme. And, d'accord. Puis ensuite, disp. Alors on sait très bien que disp affiche ce qu'il y a entre ce qui est séparé avec des virgules à l'envers. On est bien d'accord. Donc ici, on va commencer par la factorielle de et la factorielle de n et fact. D'accord? Voilà. C'est bon. Donc disp affiche à l'envers ce qui est séparé avec des virgules. Alors, dans cet algorithme, on a VI égale à 2, donc c'est la valeur initiale. Et la valeur finale, c'est n, et la valeur du pas, c'est 1. Alors, au passage, on peut très bien écrire, on peut s'en passer, hein, d'accord, comment dirais-je, d'écrire le message en les séparant avec des virgules, d'accord, et opter pour une chaîne de caractères, d'accord, on va voir ça dans les exercices et utiliser la fonction string, d'accord. Bon, on va voir ça dans les exercices, d'accord, pour ne pas se casser la tête avec toutes ces virgules là, d'accord. Bon, alors on a VI, c'est la valeur initiale comme j'ai dit, et VF c'est la valeur finale, et VP c'est la valeur du pas qui est égal à 1 par défaut. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Que le compteur VC prendra initialement la valeur 2 et à chaque itération s'incrémentera par VP égale à 1 jusqu'à ce qu'il arrive à n. Les instructions seront répétées n-1 fois, normal, parce que vous avez commencé par 2. D'accord? Donc c'est n-2 plus 1. Et donc c'est n-1. Alors ça c'est pour la boucle pour. Passons maintenant à la boucle tant que qui est considérée comme étant une boucle indéterministe et rien n'empêche d'écrire la boucle déterministe avec tant que. D'accord? On peut très bien écrire, d'accord, une boucle déterministe avec la boucle tant que. D'accord? Et on va voir ça dans un exemple. D'ici quelque peu, d'accord, on va utiliser la boucle tant que justement pour calculer la factorielle. Et vous allez voir qu'on peut, d'accord, transformer la boucle pour, d'accord, avec la boucle tant que, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui adorent travailler avec la boucle tant que pour une raison que j'ignore. La boucle tant que, je peux très bien la rendre déterministe. On va voir un exemple. Donc, la boucle indéterministe, c'est une boucle, comme j'ai dit, qui est utilisée lorsqu'on ne connaît pas d'avance le nombre d'itérations nécessaires, d'accord, le nombre d'itérations nécessaires pour effectuer un traitement quelconque, d'accord. Donc, on ne connaît pas d'avance. Par exemple, pour calculer le PGCD de 2 entiers, on ne connaît pas d'avance le nombre d'itérations qu'il faut pour calculer le PGCD. Mais on peut approcher le nombre des itérations. On peut calculer une valeur approchée du nombre des itérations et justement avec les scientifiques on calcule le nombre des itérations que peut faire une boucle qui calcule le PGCD. Lorsqu'on approche cette valeur, on parle de la complexité, d'accord, c'est un autre domaine, d'accord. Alors on a évalué qu'il faut racine de B. Si on veut calculer le PGCD AB, il faut racine de B itération pour calculer, d'accord, le PGCD de AB. Bon, revenons à notre boucle tant que, donc j'ai dit c'est une boucle indéterministe et cette forme de boucle itère un nombre indéterminé de fois, voilà, et vérifie avant chaque itération la validité de la condition d'exécution. Donc il y a une condition, c'est elle qui contrôle la boucle. Alors si cette condition est vraie, la boucle tourne, mais une fois que la condition devient fausse, la boucle s'arrête. D'accord?
Alors, reboucle si la condition est vraie et s'arrête dans le cas contraire. Autrement dit, s'arrête et sort de la boucle si la condition devient fausse. Alors, la syntaxe de la boucle tant que condition d'exécution. Ben justement, cette condition d'exécution doit être écrite avec soin parce que c'est elle qui contrôle la boucle tant que. Si elle est mal écrite, ben votre boucle risque de ne pas s'arrêter. Et une boucle qui ne s'arrête pas, c'est dangereux. D'accord? Ah oui, c'est dangereux. Il faut que la boucle s'arrête. Instruction, fin tant que. D'accord? Les instructions, c'est justement le bloc d'instructions qui sera répété. Donc, il est écrit entre faire, à la fin de faire, et avant fin tant que. Alors, en syllabe, while, condition d'exécution, then. D'accord? Les instructions end. C'est bon? Alors, cet ordre d'itération permet de répéter le bloc d'instruction et de s'arrêter lorsque la condition est fausse. C'est ce que nous avons déjà dit. Si la condition est toujours vraie, on aura une boucle infinie. Voilà, il faut que la condition soit fausse pour que la boucle s'arrête. Il faut soit changer la condition, soit prévoir une action dans la boucle qui l'arrêtera. Donc, si par hasard on laisse une condition qui est tout le temps vraie, eh bien, il faut qu'à l'intérieur, qu'il y ait un moyen pour arrêter cette boucle. D'accord? Ah oui, parce que si vous écrivez while true, supposons que vous avez écrit while true, then. While true, then. Autrement dit, while, parce que finalement, la condition d'exécution, elle vous renvoie une valeur booléenne. Soit c'est true, soit c'est false. On est bien d'accord? Une condition. Il vous renvoie deux valeurs booléennes, soit c'est true, soit c'est false. While la condition d'exécution est vraie, c'est-à-dire que la valeur booléenne de la condition d'exécution, c'est true. D'accord? La boucle continue à tourner. Mais une fois que la condition d'exécution a une valeur booléenne false, autrement dit while false, la boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête. Donc, on peut catégoriquement écrire while true, then. Mais si vous écrivez while true, then, il faut faire attention. Il faut un moyen pour que la boucle s'arrête à l'intérieur. Il faut prévoir à l'intérieur de la boucle un moyen pour arrêter la boucle. D'accord? Alors, si la condition est toujours vraie, on aura une boucle infinie. Voilà, il faut soit changer la condition, soit prévoir une action dans la boucle qui l'arrêtera. Alors, on va prendre notre exemple de factoriel, d'accord? Puis ensuite, on va le réécrire, mais cette fois-ci, avec la boucle tant que, pour vous dire que je peux très bien écrire ou bien utiliser la boucle tant que dans les cas où j'ai un calcul déterministe. D'accord? Alors, ce programme calcule n factoriel, saisir n, je vais lire n. Alors, fact reçoit 1, VC reçoit 2. Hein, tant que VC est inférieur à n. D'accord? Tant que la variable de contrôle est inférieure à n, faire. Donc, fact reçoit fact fois VC. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu. Maintenant, il nous faut une instruction qui va nous permettre d'évoluer. Je dis bien évoluer et pas évaluer. D'évoluer VC, la variable de contrôle. Donc ici, la variable de contrôle doit évoluer. Et l'évolution de la variable de contrôle, c'est en utilisant le pas. Ici, le pas est égal à combien? À 1. Donc VC va recevoir VC plus 1. Cette instruction VC va recevoir VC plus 1 est automatiquement effectuée lorsque vous utilisez la boucle pour. Ce qui n'est pas le cas pour la boucle tant que. La boucle tant que, il faut prévoir l'avancement et l'évolution de la variable de contrôle, qui est ici VC. Fin tant que. Alors, à la sortie de la boucle tant que, vous allez écrire la factorielle de n et fact. La traduction syllabe est claire. Je suppose qu'il n'y a pas de problème, d'accord, au niveau de syllabes. Un autre exemple, j'ai ici tant que vrai. Voilà, j'ai ici une boucle qui est tout le temps vraie. Tout le temps vrai. Autrement dit, il n'y a pas une condition qui va prendre
une autre valeur au booléen. La condition prend tout le temps la valeur true. Si je ne prévois pas un arrêt à l'intérieur de la boucle, eh bien sachez que vous aurez une boucle infinie. Tant que vrai, faire. Saisir une valeur entre 5 et 10. Lire n. N est déjà déclaré. D'accord? Donc variable n entier. On sait très bien que dans un algorithme, il y a un en-tête, il y a une zone pour déclarer les variables, il y a une zone pour déclarer les fonctions et les procédures, puis vient début et fin. Alors les fonctions et les procédures, ça sera le sujet du prochain chapitre. Début, tant que vrai, faire, écrire, saisir une valeur entre 5 et 10, lire n. Donc je vais lire le n. Si n est supérieur ou égal à 5 et n est inférieur ou égal à 10, d'accord, sortie de la boucle. Je sors de la boucle fin-ci. Donc j'ai ici une boucle tant que et à l'intérieur, j'ai une structure sélective, d'accord? Et cette structure-là va vérifier si le n qui a été saisi par l'utilisateur respecte la consigne. Autrement dit, que cette valeur est bien bornée entre 5 et 10. Si c'est le cas, on sort de la boucle. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on répète. Généralement, ce genre de boucle est très utilisé lorsque on veut avoir des valeurs qui sont correctes avant de commencer un traitement. D'accord? On s'assure qu'effectivement l'utilisateur a saisi les bonnes valeurs avant de continuer. À la sortie de la boucle tant que, on affiche que le nombre saisi, on affiche le nombre saisi qui respecte la consigne, autrement dit, qui respecte le fait qu'il est entre 5 et 10. D'accord? Alors, la traduction en syllabes, on sait très bien que la valeur booléenne true, c'est une constante pourcentage t, et la valeur booléenne fausse, c'est pourcentage f. Okay? Donc, while true, then, on demande à l'utilisateur de saisir une valeur comprise entre 5 et 10, elle est lue, puis ensuite elle est évaluée. Si n, if n supérieur ou égal à 5, entre parenthèses et, alors le et, c'est le et commercial que vous avez là, et n inférieur ou égal à 10, then, alors pour arrêter la boucle, on fait break. D'accord? Break, end. Et puis end, le deuxième end, c'est le end du while. Puis ensuite, on affiche. Bien sûr, l'affichage sera à l'envers avec disp. Donc, on commence par la fin. Donc, le nombre saisi est n. La boucle répétée, c'est une boucle qui existe en algorithmique, mais qui n'a pas son équivalent en syllabes. D'accord? Alors, ici, la boucle répétée, c'est une boucle qui permet de répéter un bloc d'instructions tant que la condition est fausse. C'est le contraire. Tant que la condition est fausse. C'est-à-dire, une fois que la condition est vraie, on arrête. Et elle a la particularité qu'elle fasse un premier tour de boucle sans vérifier la condition. Donc, déjà, une fois que vous entrez dans la boucle répétée, vous aurez un tour de boucle. Vous aurez une exécution du bloc d'instruction qui est à l'intérieur. D'accord? Et comme j'ai dit, elle est particulière dans le sens où la condition d'arrêt doit être vraie. Et si la condition d'arrêt est fausse, eh ben la boucle tourne. Donc c'est une boucle aussi indéterministe puisqu'on ne connaît pas d'avance le nombre des itérations qu'elle va effectuer. Dans cette forme, la condition est évaluée après l'exécution du corps de la boucle. Si sa valeur est faux, donc si sa valeur est faux, le faux ici c'est une valeur booléenne. D'accord? On ne va pas dire si sa valeur est fausse, mais si sa valeur est la valeur booléenne faux. Voilà. Le corps de la boucle est exécuté à nouveau, puis la condition est réévaluée. Et si elle a la valeur vraie, on exécute l'instruction qui suit jusqu'à. D'accord? Donc ici, je répète, si sa valeur est fausse, autrement dit quoi? La valeur de la condition d'arrêt.
Le corps de la boucle est exécuté à nouveau, puis la condition est réévaluée. Si elle a la valeur vraie, c'est-à-dire la condition d'arrêt a la valeur vraie, et bien qu'est-ce qu'on fait? On exécute l'instruction qui suit jusqu'à. Autrement dit, on arrête la boucle, on sort de la boucle et on exécute les instructions qui sont en bas de jusqu'à. Attention, il faut remarquer que dans la boucle, tant que la condition exprime les raisons de continuer, voilà. Et dans la boucle répétée, la condition exprime les raisons d'arrêter. Voilà, donc ça c'est pour le cours. Je vous laisse le soin de réfléchir à ces exercices. Ils seront corrigés lors de la vidéo prochaine, qui ne va pas trop tarder. Je vous promets que je vais essayer de faire cette correction le dimanche. Voilà, je vais faire défiler les exercices dans l'espoir que vous allez pouvoir les faire. Donc le TP numéro 3, exercice 1, et le tout doit être écrit en algorithmique et en syllabes. Voilà, ça c'est pour l'exercice 1. On cherche à calculer la somme des i allant de 1 jusqu'à n, des j. Alors, c'est pas la peine de m'écrire Cn facteur de n plus 1 sur 2. Ça, on le sait. Hein. Moi, je veux une boucle. D'accord? Je veux un algorithme qui calcule la boucle. Enfin, un algorithme qui utilise une boucle pour me calculer cette somme. Ne m'écrivez pas que c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Ça, on le sait très bien. Mais je veux que vous ayez cette gymnastique, d'accord, d'utiliser les boucles correctement. On cherche à calculer la somme des n premiers nombres pairs, on cherche à calculer le n factoriel. Bon, le n factoriel, ce n'est pas une question difficile. On a déjà fait dans le cours, d'accord, deux algorithmes différents avec leur traduction syllabe. On cherche à afficher la table de multiplication d'un nombre n. On affichera les 10 premières multiplications. Rédiger l'algorithme correspondant en utilisant une boucle déterministe et une boucle indéterministe. Et traduire avec le langage syllabe. Puis ensuite, vous avez l'exercice 2. On cherche à trouver le maximum, le minimum, la somme et la moyenne de 30 nombres saisis au clavier. Réécrire l'algorithme pour le cas où on ne connaît pas à l'avance le nombre de nombres saisis, c'est-à-dire que ce n'est pas fixé à 30 nombres. Ça peut être 100, ça peut être 10, ça peut être 5, ça peut être 1000, d'accord? Donc, il faut écrire un algorithme qui prévoit, qui demande le nombre de fois qu'il va demander cette suite de nombres. Rédiger l'algorithme correspondant en utilisant une boucle déterministe et une boucle indéterministe. Alors, le traduire avec le langage syllabe. Exercice 3, on aura l'occasion de voir une nouvelle notion, les boucles imbriquées. C'est le cas où nous avons une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Rien n'empêche d'imbriquer des boucles. D'accord? Rien n'empêche d'imbriquer des boucles. Voilà. Alors, on va essayer d'afficher un rectangle, un triangle, une pyramide renversée, d'accord, en utilisant les boucles imbriquées. Bien sûr, on rédige l'algorithme, puis on le traduit en syllabes. Puis ensuite, on va essayer de calculer le PGCD, le fameux PGCD, le fameux algorithme du PGCD. Et si j'aurai un peu de temps, je vais faire même le PPCM. D'accord? Donc le PGCD de 2 entiers A et B. D'accord? Et si j'ai un peu de temps, le PPCM. D'accord? Puis ensuite, l'exercice 5, alors paru aux épreuves de l'ISCAE. Alors ici, il s'agit de calculer une formule que vous connaissez très bien. D'accord? Donc, une combinaison de k parmi n. Alors, vous avez ici n factoriel divisé par k factoriel, n moins k factoriel. Puis ensuite, on calcule les termes d'une suite. Et on calcule encore une fois la limite, d'accord, une valeur approchée de la limite d'une suite. C'est bon? Voilà, donc ce sont les exercices qu'il faut faire. J'espère que vous aurez le plaisir de faire ces exercices. Ok, on aura la correction le dimanche prochain.
C'est bon? Voilà, merci pour votre attention et au revoir. Je tiens au passage encore une fois à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit de très beaux commentaires, qui m'ont beaucoup encouragé. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant une certaine période qui m'était difficile, qui se reconnaîtront. Je tiens à les remercier infiniment et c'est grâce à eux et grâce à leur soutien que j'ai cette flamme encore une fois. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.